On en parle tout de suite avec notre invité Claude Moniquet, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, ancien agent de la DGSE. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Un attentat déjoué il y a quelques heures. Il aurait dû se faire dans le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne pendant des épreuves de football des Jeux Olympiques. Comment ce type d'action a pu être décelé par les services de renseignement ? Alors manifestement, la découverte de la préparation de cet attentat est due d'abord à un travail remarquable des services de renseignement, mais certainement aussi à des erreurs commises par le terroriste tchétchène de 18 ans. Il est très probable que c'était la suite à des contacts informels, enfin pas informels, des contacts virtuels qu'il a eu sur des réseaux sociaux avec des acteurs terroristes connus, sans doute à l'étranger, qu'il a été reconnu. Ces connexions ont été remarquées, ces messages ont peut-être été interceptés, et puis l'information est remontée au service de renseignement intérieur, probablement en provenance des services de renseignement extérieurs de la DGSE, et ont été analysés et ont conduit à son arrestation. Deuxième hypothèse, ce serait, comme il appartient à une communauté sensible, qui est la communauté tchétchène, et qu'il appartient à cette tranche d'âge de 16 à 25 ans qui est décrite par les spécialistes de renseignement intérieur comme étant la plus dangereuse dans les éléments radicalisés de cette communauté, il est possible aussi qu'il ait fait l'objet d'une surveillance ponctuelle qui soit arrivée qui aboutit à son arrestation. Alors vous parliez de surveillance des réseaux sociaux, notamment par les services de renseignement. On a des milliers et des milliers et des milliers de messages chaque jour. Comment vos collègues, ou plutôt vos anciens collègues, font pour surveiller tout ça et déceler celui qui, sérieusement, pourrait passer à l'acte ? Alors oui, je pense que si on prend la durée d'un mois, on doit avoir en France des centaines de millions ou peut-être 1 milliard de messages échangés. J'en ai aucune idée, enfin beaucoup, enfin énormément certainement. Donc il est clair qu'on ne peut pas aller à la pêche. Il y a deux possibilités. La première, c'est effectivement surveiller des réseaux qui sont connus, et dans ces réseaux comme par exemple WhatsApp ou Telegram, surtout repérer des groupes de discussion qui sont intéressants, les infiltrer virtuellement, ce qui est autorisé par la loi, et repérer à l'intérieur de ces groupes les individus qui semblent les plus intéressants, qu'il faut après identifier, puisqu'évidemment le plus souvent ils sont là sous pseudonyme, mais parfois avec de fausses adresses, etc. La deuxième possibilité, c'est de connaître en amont des gens qui sont déjà repérés pour leur radicalisation, et d'opérer des surveillances virtuelles à distance, ce qui est également autorisé par la loi depuis quelques années, y compris la pénétration à distance des ordinateurs, de l'électronique, etc. Et là aussi, on peut aller à la pêche et trouver les renseignements. Mais tout ça part effectivement de renseignements précis, soit sur des personnes, soit sur des groupes, soit sur des adresses, des noms qui apparaissent dans des complots terroristes. Dernière question, Claude Moniquet. À quel type de menaces on fait face précisément pour les Jeux Olympiques, et quels types d'attentats sont les plus redoutés par les forces de l'ordre ? Alors les menaces sont multiples. Les Jeux Olympiques, c'est la plus grande concentration de caméras et de médias du monde. Donc c'est une chambre d'écho extraordinaire pour n'importe quel activiste ou terroriste. Donc les menaces vont d'abord de menaces d'ordre public, manifestations d'opposants, etc., ou d'écologistes radicaux, mais ça c'est pas du terrorisme. Si on s'en tient au terrorisme pur, on peut relever des menaces qui ressortent de l'extrême gauche, de l'ultra-droite, et essentiellement, bien entendu, de l'islamisme radical. Dans l'islamisme radical, ce qui fait le plus peur, on a deux types d'attaques qui peuvent se concrétiser. L'attaque individuelle, qui consistera à quelqu'un qui va, avec un couteau, un véhicule bélier, éventuellement une arme à feu ou une bombe improvisée, tenter de faire le maximum de victimes possible, mais également l'attentat projeté, l'attentat en groupe, l'attentat par des gens qui sont équipés, armés et entraînés, comme on l'a vu à Moscou en mars dernier. Les deux attentats sont possibles. Pendant très longtemps, après 2017, on a pensé que l'attentat en groupe, l'attentat projeté appartenait au passé. Il est très clair que cette menace est revenue. Donc on est réellement en face de deux possibilités pour ce terrorisme de se manifester. Et les deux sont également effrayantes.
Le terrorisme individuel est probablement un peu plus difficile, certainement plus difficile à repérer, parce que les acteurs réduisent leurs contacts et leur surface de contact avec l'extérieur et avec des complices éventuels. Merci beaucoup Claude Moniquet pour ce décryptage sur Sud Radio ce matin. Je rappelle que vous êtes président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, ancien agent de la DGSE.